Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrivaines françaises qui continuent à être primées cet automne 2022. Brigitte Giraud vient de remporter le prix Goncourt pour Vivre vite. Elle est notre rôle modèle cette semaine. C'est mon rôle modèle à moi, je vous l'avoue, c'est Amélia Mattar. Et Amélia, tu as une idée derrière la tech, évidemment, comme chaque semaine. Tu vas nous parler de ce phénomène d'édition aux États-Unis, le livre de la journaliste scientifique Michaeline Doucleff, qui réveille le chasseur-cueilleur qui sommeille en chaque parent. Oui, il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de violence éducative ordinaire. Aujourd'hui, je viens avec un livre qui peut vous aider à élever votre enfant sans aucune violence. Oh bah merci, on prend le conseil en deuxième partie d'émission avec plaisir. La question du jour, l'éducation nationale qui est à la pointe du changement. Le ministère joue la carte de la souveraineté des données. Elle ne confiera pas la gestion de ces datas à un acteur cloud américain ni bureautique. Une décision qui réjouit notre invité. Il nous dira pourquoi. Cet invité, c'est vous, Philippe Pinault. Vous êtes PDG et cofondateur de Talk Spirit et vous signez une tribune avec plusieurs acteurs du numérique français à ce sujet. Bonjour à vous. Tout à fait, bonjour. Et en deuxième partie d'émission, quand l'éducation nationale met en avant ses métiers pour faire face à la pénurie et au manque d'attractivité de la profession, le ministère prend les devants dans une série de podcasts Esprit d'équipe. Ce podcast, c'est le vôtre, Gabrielle Auban. Vous êtes la directrice conseil de Media Meeting. On va plonger dans les coulisses de cette série avec vous. Bonjour. Bonjour, tout à fait. Mais d'abord, focus. Comment vivre le deuil après un accident qui emporte un être cher? C'est le travail de résilience de Brigitte Giraud. C'est surtout le travail qu'elle expose dans un de ses livres, Vivre vite. L'autrice lyonnaise est prix Goncourt 2022. Son parcours de rôle modèle est raconté par Xavier Terrade. Le 3 novembre 2022, Brigitte Giraud est la 13e femme à avoir reçu le prix Goncourt en 120 ans. L'auteure a été récompensée pour son livre Vivre vite, publié aux éditions Flammarion, un ouvrage dans lequel elle raconte l'accident de moto qui a coûté la vie à son mari Claude le 22 juin 1999. Après avoir résisté pendant de longs mois, après avoir ignoré jour après jour les assauts des promoteurs qui me pressaient de leur céder les lieux, j'ai fini par rendre les armes. Aujourd'hui, j'ai signé la vente de la maison. Quand je dis la maison, je veux dire la maison que j'ai achetée avec Claude il y a 20 ans et dans laquelle il n'a jamais vécu, à cause de l'accident. À cause de ce jour de juin où il a accéléré sur une moto qui n'était pas la sienne, sur un boulevard de la ville, inspiré par Louride peut-être, qui avait écrit « Vivre vite, mourir jeune ». Le point de départ d'un livre émouvant rempli d'interrogations, hasard, destin, coïncidence. Pourquoi ce drame s'est-il produit? Brigitte Giraud y mène une véritable enquête 20 ans après. Le prix Goncourt ne lui était pas inconnu puisqu'en 2007, elle avait reçu le Goncourt de la Nouvelle. Pour le recueil, l'amour est très surestimé. En 2019, la femme de lettres avait été finaliste du prix Médicis pour son livre Jour de courage. À 60 ans, cette Lyonnaise née en Algérie a donc reçu le prix Goncourt, une consécration après la publication d'une dizaine d'ouvrages, des livres traduits dans une vingtaine de pays. En 1997, son ouvrage baptisé La Chambre des parents avait reçu le prix des étudiants. Avant de se lancer véritablement comme écrivaine, Brigitte Giraud a eu plusieurs vies professionnelles. Ses études de langue auraient dû la mener à une carrière de traductrice, mais elle a d'abord été tour à tour libraire, journaliste, conseillère littéraire ou encore éditrice, avant de se plonger dans l'écriture qui lui a permis de mieux affronter le drame de sa vie, la mort de son mari. En 2001, elle avait raconté les semaines qui avaient suivi son décès dans À présent. C'était de son propre aveu le livre de la sidération. 20 ans après, Vivre vite ressemble à celui de la compréhension et de la libération. Un rôle modèle proposé cette semaine, notamment par Margot, notre stagiaire, pour toute cette semaine dans l'école du futur, qui a été fascinée justement par l'œuvre de Brigitte Giraud. Tout de suite, on ouvre la première partie du talk du jour et on va parler souveraineté, on va parler bureautique, on va parler data et éducation nationale, un bras de fer, éducation versus GAFAM, c'est tout de suite.
Et pour en parler à nos côtés aujourd'hui, Gabrielle Aubon, vous êtes directrice conseil de Media Meeting, la société, le studio de podcast qui justement propose en ce moment une série formidable, ça s'appelle Esprit d'équipe, et on revisite même avec vous les différents métiers, je les mets au pluriel vraiment, de l'éducation nationale, on en parle dans un instant. Philippe Pinault, vous êtes le PDG et cofondateur de Talk Spirit, et c'est vous qui poussez ce cocorico avec le collectif Fab 8, ou Fab 8 d'ailleurs, je devrais le mettre en français. Les éditeurs de logiciels justement français, vous affirmez que vos solutions bureautiques sont en mesure de remplacer celles des GAFAM, et vous l'affirmez pour une bonne raison. On va revenir justement sur les faits qui nous occupent aujourd'hui. Le 30 août dernier, le député Philippe Latombe questionne le gouvernement sur le bien fondé pour l'éducation nationale de s'équiper d'ailleurs d'outils comme Microsoft Office 365 ou Google Workspace. Motif de l'élu vendéen, la gratuité de ces solutions, considérées comme du dumping et de la concurrence déloyale. Et puis la conformité au RGPD, le règlement européen sur les données personnelles. Question posée le 30 août, réponse le 15 novembre, évidemment. C'est pour ça qu'on vous en parle. Le gouvernement dit oui, 2 fois oui. D'abord, la gratuité illimitée n'est pas compatible avec la concurrence saine entre les acteurs qui pourraient travailler avec le ministère. Et puis, la protection des données, la doctrine est claire. Stop au déploiement des extensions de Microsoft ou de Google qui seraient contraires au RGPD. Bilan des courses, Philippe, les établissements scolaires vont devoir s'en passer. Ça vous réjouit ? Oui, absolument, parce que effectivement, avec les 7 autres co-signataires de cette tribune, nous avons voulu rappeler qu'il existe en France tout un ensemble de solutions matures qui existent déjà depuis de nombreuses années, qui représentent déjà plusieurs millions d'utilisateurs. Il existe des alternatives françaises qui respectent effectivement le cadre de la RGPD et plus largement en fait de cette doctrine cloud de confiance que le gouvernement a mis en place l'année dernière, notamment avec la DINUM, la direction interministérielle du numérique, et qui avait déjà rappelé à cette époque que ces solutions américaines n'étaient pas conformes et qu'il était temps de stopper, en fait il était nécessaire de stopper leur déploiement ou le déploiement de projets futurs. Et là effectivement avec cette réponse très claire du gouvernement à la question de Philippe Latombe, ils enfoncent le clou et nous espérons effectivement que le ministère de l'Éducation se tournera vers ces solutions qui peuvent incarner cette alternative souveraine pour tout ce qui concerne finalement le travail au quotidien des collégiens, des lycéens. Donc le travail au quotidien, c'est principalement aujourd'hui de la messagerie, de la visioconférence, du partage de fichiers, bref, tout ce qui permet de travailler de façon simple, mais c'est ô combien nécessaire dans aujourd'hui des modes de travail qui se sont de plus en plus déplacés sur du travail sur des solutions cloud. Complètement, parce qu'on parle là très concrètement en effet de solutions qui sont utilisées en même temps par les enseignants, par les élèves. Ça veut dire quoi? Qu'il faut sanctuariser les usages numériques à l'école? Je crois que ce qu'il faut d'abord, donc ça a été fait, c'est reconnaître le caractère non conforme des solutions qui sont actuellement déployées par le ministère, et on voit bien comment elles ont été déployées par la gratuité, de façon illimitée, ce qui empêche finalement un appel au marché et donc une mise en concurrence des acteurs. Donc ça c'est un premier point. Donc vous en tant qu'acteur, nous ne sommes absolument pas consultés aujourd'hui par quelconque appel d'offres lorsqu'il s'agit d'outiller telle ou telle partie du ministère de l'Éducation. Et ce qui est, également demandé, c'est le respect de la loi, tout simplement. Et cette loi aujourd'hui, c'est la loi que s'est donnée donc l'Europe, la directive européenne en matière de protection des données. Qui est le règlement général sur la protection des données, voté en mai 2018. Tout à fait. Et donc qui vise à protéger les données de nos citoyens et notamment de les prémunir contre ce qu'on appelle l'extraterritorialité des données, c'est-à-dire le transfert des données sous une juridiction américaine qui leur donne un droit d'accès, de regard à l'ensemble des données que nous hébergeons aujourd'hui sur le cloud. Alors on va revenir justement sur ces grandes notions fondamentales, notamment de souveraineté, mais d'abord juste sur la gratuité et l'illimité justement de cette solution. Ça veut dire que très clairement, dans un premier temps, la solution étant gratuite, on la fait rentrer dans les usages justement de ces élèves qui sont aussi les citoyens tech de demain. On les soumet
à une dépendance? C'est ce que vous dénoncez aussi avec le collectif? Oui, tout à fait. Donc effectivement, les acteurs américains aujourd'hui ont bien compris, je dirais, comment créer finalement cette, pas dépendance, mais en tout cas cette adoption dès le plus jeune âge de leur solution, donc pour former aussi eh bien, ces collégiens, ces étudiants aux solutions qui seront dans leurs environnements de travail demain. Et donc effectivement, cette technique bien, nous est très largement défavorable, puisque nous n'avons pas aujourd'hui la capacité à proposer des alternatives auprès des collèges et lycées. Oui, je comprends bien votre souci justement du fait que la concurrence soit pleinement respectée, mais est-ce que le fait que le ministère se soit tourné dans un premier temps vers des solutions gratuites, ça ne met pas aussi en lumière tout simplement le manque de moyens de l'éducation nationale? Non, je crois qu'il y a d'abord un manque de volonté, de politique, pour accompagner finalement le déploiement de solutions alternatives qui permettraient donc à la fois de proposer une offre concurrentielle, mais aussi de respecter le cadre légal. À nouveau, il y a aujourd'hui donc plusieurs acteurs. Alors je voudrais quand même juste les citer. Donc, oui, ce collectif, c'est Jalios, Jamespot, Netframe, Twek, Wimi, Waller et bien sûr donc Talkspirit. Et donc ce que nous demandons simplement, c'est de pouvoir nous exprimer, de pouvoir faire jouer la concurrence dans un cadre tout à fait loyal et avec effectivement des solutions qui respectent le cadre légal. Alors, concrètement, si du coup on abandonne des solutions comme celle de Microsoft ou de Google, on se tourne vers ces solutions alternatives, concrètement, est-ce que les solutions que vous proposez chez Talkspirit ou Waller ou les autres composants et partisans de ce collectif avec lesquels vous signez cette tribune, les solutions, elles sont interopérables avec celles que les élèves, que les enseignants utilisent? Les solutions sont bien sûr interopérables, puisque aujourd'hui, alors simplement pour vous redonner une autre donnée, Microsoft, Google, c'est 80% à peu près du marché en France. Dans les entreprises, dans les collectivités. Et donc, nous travaillons déjà, bien évidemment, avec ces solutions en complémentarité. On s'imagine bien que c'est pas du jour au lendemain que l'éducation nationale va basculer. Par contre, nous voulons effectivement rappeler à ce ministère et à l'ensemble des acteurs publics qu'il est temps d'ouvrir en fait progressivement eh bien, une place à ces offres alternatives qui respectent le cadre légal pour qu'on puisse aussi, bien tout simplement, entrer dans ces marchés-là qui aujourd'hui nous sont totalement bloqués, tout simplement. Ouais, ce que vous dites en clair, c'est qu'il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied et justement ouvrir les marchés aux solutions européennes et françaises pour pouvoir aller plus loin. Vous le soulignez tout à l'heure, tout comme le député Philippe Latombe dans sa première question, ça marque un problème grave de souveraineté. Alors cette souveraineté numérique, c'est devenu un véritable poncif, un véritable buzzword. C'est presque comme si on était chat perché quand on sort la carte souveraineté numérique dans un débat aujourd'hui dans cet écosystème, mais c'est surtout une affaire aussi de démonstration concrète que cette souveraineté, elle est effective, elle est justement là dans les faits. La souveraineté numérique, pour vous, Philippe, c'est quoi? C'est une question avant tout d'indépendance industrielle, économique, culturelle, les trois mots en général? Oui, tout à fait, absolument. Alors j'aime beaucoup cette image qu'utilise Philippe Reynaud, le patron de Free, qui dit en fait ce cloud, c'est travailler en fait pour soi sur l'ordinateur d'un autre. Et ça illustre bien en fait ce que cela veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous travaillons sur des ordinateurs et sur des serveurs en fait qui sont américains et qui donnent un droit d'accès en fait aux autorités américaines à tout ce que nous produisons. Et je pense qu'il faut arrêter d'être naïf en fait dans ce domaine-là. On a pu le voir avec l'affaire Snowden. C'est une réalité. Aujourd'hui, nos données ne sont pas protégées. Et donc, nous voulons rappeler évidemment cet élément qui est important et fondamental dans nos souverainetés. Nous devons un droit de protection, de respect des données de l'ensemble des citoyens européens. Et donc, cette question de souveraineté, elle est fondamentale pour la France, mais aussi pour l'Europe, pour être un acteur demain qui a sa place, tout simplement, sur la scène mondiale, de la même manière qu'aujourd'hui, les Américains, les Chinois, les Russes, eh bien, protègent aujourd'hui cette souveraineté au travers à la fois du légal, mais également des politiques incitatives d'achat. Alors les Américains ont Buy American Act. Exactement. Et donc nous souhaitons en fait et nous appelons l'Europe à se doter d'un même dispositif pour tout ce qui concerne les données, on va dire sensibles, que nous manipulons aujourd'hui au quotidien. Oui, vous le rappelez, hein, c'est une question, et on ne la minore pas du tout, de sécurité, hein, même des données, et de sécurité informatique et plus que... Vous le disiez aussi, c'est une question de business. C'est un gros mot en Europe de dire qu'on veut aussi protéger son marché, son business.
Évidemment, et nous avons besoin de moyens pour le faire. Enfin, le marché du cloud aujourd'hui, c'est un marché qui est considérable. Il est chiffré en fait en France à plus de 25 milliards de dollars pour 2025, donc demain. Aujourd'hui, les acteurs français ne pèsent que 1,8 milliard de dollars sur ce marché, donc il y a encore, je dirais, il y a une place à prendre. Et nous avons besoin effectivement de ces financements pour pouvoir faire grandir nos entreprises, développer notre innovation, mais être tout simplement compétitifs. Et donc, ce que nous demandons en particulier au gouvernement, et nous espérons que cet appel sera relayé par des politiques, c'est que à minima 50% des appels d'offres puissent inclure des acteurs européens lorsqu'il s'agit de faire appel au marché, et que 50% des investissements sur des nouveaux projets informatiques puissent s'adresser là aussi à des acteurs européens. Voilà. Et ce qu'il faut quand même avoir en tête lorsqu'on parle de l'éducation nationale, mais plus largement des acteurs publics, c'est qu'on parle quand même de l'argent du contribuable. Absolument. Et donc il serait quand même souhaitable à un moment que ces politiques de souveraineté qui sont aujourd'hui inscrites quand même dans le titre et dans la mission de Bruno Le Maire, qui est ministre de la souveraineté industrielle et numérique, soient tout à fait très bonne lecture de ce titre par des faits et des politiques qui vont dans le sens de ce qu'est la mission qui semble lui avoir été confiée. On revient dans un instant à cette question de la souveraineté qui est centrale avec vous, Philippe, mais je voulais élargir la discussion avec toi, Amélia, parce que là aussi, tu proposes, je remets ta casquette là pour le coup, je te remets directement la casquette de cofondatrice de Coloris, qui est ta solution justement pour apprendre aux enfants à coder sans écran. Quand tu entres dans un marché justement scolaire avec l'éducation nationale, comme tu peux le faire en ce moment et avec les collectivités territoriales, toi, tu le vois dans les faits, tu es soumis justement à des appels d'offres sur lesquels on va te challenger sur des solutions proposées effectivement françaises et européennes. Ce que j'observe, et voilà, ce qui est assez saisissant, c'est que finalement, on a beaucoup de difficultés en tant que petite entreprise française à proposer nos solutions à ces marchés, même si on y arrive quand même, la preuve en est avec Coloris, et que finalement, c'est beaucoup plus facile pour ces grands acteurs de venir inonder le marché. Et donc, voilà, ça pose effectivement des questions de territoire des uns et des autres, et puis de politique globale par rapport à ces sujets de souveraineté. On a besoin de soutenir aussi la filière des entreprises de l'éducation plus petites, ce qu'on appelle les EdTech, parce qu'elles proposent des solutions hyper intéressantes aussi pour les enfants. Là aussi, Philippe, ce serait peut-être une solution aussi pour vous de vous adosser à ce mouvement de l'EdTech, des technologies de l'éducation qui commence justement à parler vraiment de façon extrêmement prégnante et concrète avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a tous besoin, acteurs français, de visibilité, parce qu'effectivement, la plupart des donneurs d'ordre aujourd'hui ne considèrent pas, ou en tout cas ne mettent pas suffisamment d'attention sur des offres existantes sur notre marché. Je voudrais d'ailleurs à ce propos faire un petit coup de projecteur pour le collectif Play France Digital, qui référence, outre donc les acteurs de la digital workplace ou du travail collaboratif, tout un ensemble de solutions françaises qui sont prêtes avec des offres matures pour venir répondre aux besoins et aux enjeux bien de l'éducation nationale et plus largement des entreprises et des collectivités françaises. Et c'est vrai qu'on a commencé à y réfléchir, notamment au sein du gouvernement français. Vous citiez tout à l'heure la DNUM, qui justement est cette direction interministérielle qui s'occupe de la coordination et de la cohérence aussi des politiques en matière de numérique au sein du gouvernement. Il y a notamment une initiative qui a été prise au printemps dernier qui s'appelle le sac à dos numérique des agents justement de la fonction publique. L'idée, c'est de pouvoir remplir ce sac à dos, alors virtuel, je vous rassure, de solutions justement françaises et européennes pour leur permettre de pouvoir s'emparer justement de ces solutions de façon extrêmement concrète. Un des premiers outils notamment qui est mis dans ce sac à dos, c'est un logiciel de partage pour fichiers volumineux en 8 transferts, si j'ose dire, finalement européens ou français. Ça va dans le bon sens selon vous ? Oui, tout à fait. Je pense que s'il est important que la DNUM puisse se faire le relais en fait des solutions existantes. Nous aimerions que la DNUM d'ailleurs ouvre ce sac à dos à un nombre plus important de solutions, puisqu'aujourd'hui il y a plutôt un caractère plus exclusif donné à seulement quelques solutions. Quelques types de solutions. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est aussi important que la DNUM joue le rôle de relayer plus largement pour qu'il y ait des mises en concurrence qui puissent être effectuées auprès des collectivités qui s'intéressent finalement à ces différents sujets, mais ça va effectivement dans le bon sens. Je crois que sur les solutions alternatives, vous travaillez notamment déjà avec des écoles, alors elles ne sont pas forcément toutes publiques, vous travaillez notamment avec l'école Boulle ou l'Institut des Beaux-Arts de Besançon. Concrètement, comment ça se passe en pratique ? Eh bien, tout simplement, la solution se déploie en ligne, donc sans qu'il y ait besoin de faire appel à un projet de type informatique, et elle est immédiatement opérationnelle pour permettre donc l'ouverture de classes et donc de groupes pour pouvoir faire du partage de fichiers, de l'hébergement de
partage de documents, de fichiers, de la visioconférence, du chat. Évidemment, la messagerie aujourd'hui joue un rôle extrêmement important. Et donc, le déploiement se fait de façon très naturelle parce que les solutions aujourd'hui sont ergonomiques, simples d'usage et déjà très largement éprouvées par le marché. Je reviens justement à cette notion d'interopérabilité qu'on citait tout à l'heure. Elle est fondamentale parce qu'on se dit aussi que si l'éducation nationale doit se doter de ces outils justement français et européens, il faut qu'ils soient exploitables sur l'ensemble des académies et du territoire. Donc il y a vraiment aussi ce souci de cohérence tout simplement de l'outil. Et c'est l'un des points forts, je pense, des solutions françaises ou européennes, c'est avoir ce souci en fait de l'interopérabilité des données et de ne pas en fait, rendre les acteurs prisonniers en fait des solutions qui hébergent ces données. Donc nous sommes déjà habitués en fait, de par les appels d'offres tout simplement auxquels nous soumettent nos clients, à nous engager sur l'interopérabilité donc de nos solutions. Et donc encore une fois, nous sommes prêts aujourd'hui à répondre aux besoins de l'éducation nationale pour pouvoir travailler avec différentes solutions qui viennent en alternative des américaines. Allez, on continue à ouvrir le sac à dos numérique des agents de la fonction publique et les chakras tech de l'éducation nationale avec vous, Philippe Pinault, PDG et cofondateur de Talkspirit, avec Gabrielle Aubon, directrice conseil de Media Meeting, et avec Amélia Matar. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap tout de suite avec Edouard Deniau. De retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Gabrielle Aubon, directrice conseil pour Media Meeting, ce studio de podcast qui édite Esprit d'équipe, le podcast dont on parle dans un instant avec vous évidemment. Philippe Pinault, PDG et cofondateur de Talkspirit, qui pousse en cocorico quant au nouveau choix de l'éducation nationale de pouvoir se doter, on l'espère à l'avenir, de solutions françaises et européennes pour sa bureautique, mais pas que. Data, métier, on y revient dans un instant justement, mais d'abord on fait un tour derrière la tech, tout simplement avec Amélia Matar. Alors Amélia, avec toi aujourd'hui, on va découvrir que les parents peuvent aussi être chasseurs-cueilleurs. On va faire appel finalement à ce cerveau reptilien, si j'ose dire, et à ces hommes justement préhistoriques qui sommeillent en nous pour aller chercher les bons réflexes en matière d'éducation et de pédagogie. Oui, aujourd'hui je suis venue vous parler du livre Chasseurs-cueilleurs parents de Michaeline Douglas, publié aux éditions Le Duc en 2021 et qui a défrayé la chronique l'année dernière. Le sous-titre de ce livre annonce la couleur. Les cultures ancestrales excellent dans l'art
l'art d'élever des humains heureux qu'ont-elles à nous apprendre? Alors, en toute humilité, des livres de parentalité positive, bienveillante, naturelle, créative, douce, cool ou que sais-je, j'en ai lu beaucoup, trop peut-être, et je trouve ce livre tout à fait singulier. Alors, c'est quoi son originalité pour toi, qui est vraiment, pétri de cette littérature sur les nouvelles pédagogies? Alors déjà, la genèse de ce livre, l'envie d'écrire ce livre vient de la situation très personnelle de Michael Lynn Doucleff. Un jour, cette journaliste scientifique, docteur en chimie, s'aperçoit qu'elle ne supporte tout simplement plus du tout sa fille de 3 ans. Son livre débute par ces mots très durs. « Je me souviens du moment où j'ai touché le fond en tant que mère. » Et quelques lignes plus tard, elle ajoute « Je me préparais au combat. J'étais en train de me demander comment gérer ma prochaine rencontre avec l'ennemi. » Alors l'ennemi en question est donc sa fille, Rosie, de 3 ans, qu'elle décrit comme un petit être plein d'énergie traversé par tellement de tempêtes. Une description qui me rappelle étrangement un autre petit être de 3 ans qui partage ma vie. Je ne suis évidemment pas tombée sur ce livre par hasard, même si je n'en suis pas là quand même. Alors un jour, son métier de journaliste conduit Michael Lynn au Mexique. Et là, elle découvre une tribu maya qui élève ses enfants de façon très différente. Elle décide alors tout bonnement de laisser en plan son activité de journaliste et de partir en voyage pour découvrir de nouvelles façons d'éduquer les enfants. Elle nous dit « Oui, vous avez bien lu, pour écrire ce livre, je me suis embarquée dans un voyage épique et selon certains insensé. Accompagnée de ma petite fille, j'ai séjourné au sein de 3 communautés vénérées à travers le monde. J'ai vécu auprès de familles et j'ai appris tout ce que je pouvais sur les moindres secrets de leurs pratiques éducatives. Rosie et moi avons dormi dans un hamac sous la lune maya, aidé un grand-père inuit à chasser le narwal dans l'océan Arctique et appris comment chercher des tubercules dans la terre avec les mères Asa en Tanzanie. » Elle va alors observer que les enfants de ces peuples sont particulièrement coopératifs, conciliants et apaisés. Alors, je suis transparente avec vous. La relance que tu m'avais prévue, c'est fou de faire une chose pareille. Moi, je dis c'est génial surtout de faire une chose pareille. Oui, clairement, mais à la fois, donc c'est fou, mais sa démarche me rappelle celle de Jean Liedoff, qui a vécu dans la jungle amazonienne au contact de tribus dont elle a trouvé les membres particulièrement épanouis et heureux. Elle en a tiré, elle aussi, un essai en 1975 sur le lien entre mère et bébé, qui est sans doute un de mes livres préférés en éducation. Le concept du continuum s'appelle. Ouais. Alors, l'histoire de Michael Lynn me rappelle aussi une autre anecdote toute personnelle que je vais vous rapporter ici. À la naissance de mon 2e enfant, j'ai tellement galéré avec le sommeil de celle-ci, comme tellement de parents, que j'ai eu envie d'explorer la façon dont les primates gèrent le sommeil de leurs nourrissons, parce que je vous rappelle que nous appartenons à la famille des primates. Je ne suis pas allée en Tanzanie explorer les primates, je pense que mon associé l'aurait eu un peu mauvaise, mais j'ai écrit à un primatologue de renommée mondiale qui s'appelle Franz de Waal pour avoir son avis sur la question, et figurez-vous qu'il m'a répondu par l'intermédiaire de sa femme française pour me dire qu'il était justement en train d'écrire sur la question du genre chez les singes et que cet aspect il serait sans doute abordé. C'était il y a 3 ans et le livre en question vient d'être publié en français. Bon, j'espère que tu as eu une dédicace quand même de Franz de Waal. J'aimerais bien. Donc, il s'appelle Différent, le genre vu par un primatologue. Et il est actuellement sur ma table de nuit. Bref, tout ça pour dire que cette envie d'aller chercher une vérité un peu universelle ou naturelle n'est finalement pas si folle que ça. Grosse parenthèse refermée. Nous allons donc embarquer avec Michael Lynn dans son voyage, sa véritable enquête de terrain fascinante, dont les conclusions sont parfois concordantes avec l'approche éducative dite bienveillante, mais pas toujours. Et ce qu'elle observe est assez surprenant. Ça veut dire quoi? Que finalement, ces peuples doués pour élever des enfants coopératifs en font des enfants heureux avant tout? Oui, et alors les secrets qui sont révélés dans son livre sont nombreux et mis en lumière par des exemples vécus véritablement au sein de ces tribus et par des exemples vécus dans son quotidien américain qui intègre donc ses conseils éducatifs à son propre quotidien. Exemple de conseils parmi beaucoup d'autres issus de ses observations quasi anthropologiques, Michael Lynn nous dit que l'enfant, peu importe son lieu de naissance, c'est vraiment une vérité universelle, l'enfant très petit, vers 18 mois ou 2 ans, commence à avoir envie d'aider l'adulte. Il veut laver les villes, il veut faire à manger, il veut étendre le linge, et c'est vrai, toute personne qui a fréquenté un petit être peut en effet en attester, sauf que comme nous avons besoin d'aller vite, nous déclinons bien souvent cette aide et nous envoyons le dit bambin jouer un peu plus loin. Et bien, au contraire de nous, ces peuples accueillent l'aide du jeune enfant, si imparfaite soit-elle, en prenant le temps, sans corriger l'enfant, et cela devient naturel pour lui, en grandissant, de prendre part aux corvées du quotidien. Et attention, scoop, ça reste naturel, même chez les adolescents. C'est bien, c'est un teaser pour la suite. Voilà, c'est un exemple
exemple parmi de nombreux autres que j'ai trouvé vraiment très éclairants. Et si je devais les résumer, je dirais qu'il s'agit finalement de se prendre beaucoup moins la tête que nous, d'accepter avec beaucoup d'amour l'imperfection du jeune enfant, car elle passe, et d'utiliser le pouvoir des histoires comme l'humanité sait si bien le faire depuis la nuit des temps. Merci infiniment, Amélia. Philippe, vous avez noté le nom de l'ouvrage. Vous avez besoin de conseils? Non. Tout va bien, mais j'ai 4 enfants. Oui, donc vous allez révéler le chasseur-cueilleur qui sommeille en vous aussi. C'est très intéressant ce que tu nous disais, Amélia, parce que ça reprend aussi des notions d'anthropologie. L'anthropologie, vous en avez fait preuve, Gabriel, pour mettre au point Esprit d'équipe, ce podcast de l'éducation nationale dont on parle tout de suite ensemble. Et ce podcast Esprit d'équipe, c'est justement une série dans laquelle on entre dans les coulisses de l'école avec un grand E. 9 épisodes au total qui seront proposés en immersion aux côtés de celles et de ceux qui incarnent la transformation de l'éducation de terrain. On écoute tout de suite. Esprit d'équipe. Témoignages de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale. Et si on vous emmenait dans les coulisses de l'école? Esprit d'équipe, c'est votre nouveau rendez-vous aux côtés de ceux qui incarnent l'éducation nationale sur le terrain, tous acteurs de la transformation, qu'ils soient professeurs, chefs d'établissement, directeurs d'école ou membres du personnel administratif. Esprit d'équipe, c'est une immersion dans le quotidien de ceux qui forment ce grand collectif. Découvrez leurs témoignages dans ces nouveaux podcasts. Il ne faut pas hésiter à contacter les services RH de proximité dès lors qu'on a une question, un début de réflexion sur une évolution de parcours professionnel. Ça n'est pas destiné qu'aux seules personnes qui souhaitent se reconvertir, mais bien qui ont besoin d'un moment de réflexion, d'un moment de pause pour envisager l'avenir sereinement. Dans le premier épisode d'Esprit d'équipe, vous suivrez Karine et Valérie, 2 conseillères RH de proximité de l'Académie de Lyon, qui incarnent, dans leur quotidien, la personnalisation de l'accompagnement RH des personnels de l'éducation nationale. Esprit d'équipe, un podcast à écouter et réécouter où vous voulez, quand vous voulez, et à partager autour de vous. Et on l'entend vraiment avec vous, notamment Gabriel, ces métiers, ils sont mis au pluriel. Le pitch de départ du ministère justement de l'Éducation nationale et de la jeunesse, c'était lequel? Voir l'école sous un jour nouveau? Oui, voir l'école sous un jour nouveau, donner une autre façon d'aborder leurs problématiques. L'éducation nationale, comme beaucoup de secteurs, font face à des défis d'attractivité, de recrutement. Là, pour le cas d'Esprit d'équipe, c'était au sein de la fonction publique. Et donc, ils voulaient valoriser leur métier, montrer aussi la diversité des métiers, parce que quand on parle d'éducation nationale, on pense assez naturellement peut-être à professeurs, enseignants. En fait, là, dans la série de 4 épisodes qui sont déjà publiés, on accompagne des AESH, des conseillères RH de proximité. Donc, en fait, il y a plein de métiers différents. Donc, le brief, c'était vraiment ça. Valoriser les métiers, mieux les présenter, mieux présenter leur quotidien pour faire en sorte à la fois de donner des perspectives d'évolution pour les agents déjà en place et aussi pour inspirer des carrières sur d'autres futurs collaborateurs. Oui, vous le disiez, on a l'épisode avec Karine et Valérie, 2 conseillères de ressources humaines de proximité, ça se passe dans l'Académie de Lyon. Michel, qui accompagne les élèves en situation de handicap, qui est AESH dans un lycée professionnel. C'est assez exceptionnel de l'avoir trouvé parce qu'on sait que la profession d'AESH est en général plutôt occupée par des femmes. Benjamin, proviseur dans un lycée polyvalent à Auch, mais qui lui définit son métier comme celui de la création et de l'animation de collectifs. On le voit, ce sont aussi des professionnels qui ont envie de parler de leur métier différemment, quel que soit le territoire et l'académie d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça, vous avez dit un mot qui vraiment reflète bien la personnalité des intervenants. Ils sont exceptionnels. C'est des gens qui sont très investis dans leur quotidien, qui mettent beaucoup de choses en place aussi dans leur collectif, parce que ça, le collectif, c'est aussi un fil rouge du programme. Et effectivement, donc on a ce souhait de représentativité des métiers, représentativité aussi géographique, et de casser effectivement peut-être certaines fois certains clichés avec Michel qui est donc AESH. Et ça, c'est un vrai souhait et une vraie intention aussi du programme. Alors c'est vrai qu'on a affaire à une crise du métier d'enseignante dans son attractivité, une pénurie aussi. On se souvient de la polémique qui a émaillé cette rentrée scolaire dernière avec ces 4000 enseignants qu'il a fallu recruter en urgence. On est allé chercher notamment beaucoup de personnel contractuel pour pouvoir pourvoir justement à cette pénurie-là. Des conditions de travail dégradées, un manque de reconnaissance. C'est l'image même du métier d'enseignant qu'il faut remettre en valeur.
Peut-être reconstruire aussi. Alors peut-être certainement un peu. En tout cas, je pense que là, le côté coulisses va effectivement faire du bien à l'image publique qu'on peut avoir à certains moments. En tout cas, quand on rencontre ces personnes-là qui sont intervenues dans le podcast, on voit qu'il y a en tout cas des disparités de point de vue parce qu'eux, ils sont vraiment passionnés par leur métier. Ils mettent en place beaucoup de choses. Encore une fois, le collectif est très prégnant dans la transformation de l'éducation nationale et est vraiment mis en avant dans ces programmes-là. Il y a peut-être aussi un enjeu qui est de faire mieux découvrir des métiers déjà au personnel existant de l'éducation nationale, parce que sur plus d'1 million justement de personnels qui composent cette éducation nationale, quel que soit le niveau, on va vraiment du primaire en passant par le collège et le lycée, il y a aussi une pluralité là aussi de métiers, peut-être que parfois on ne les connaît pas bien. Oui, tout à fait. Ça, c'est un des objectifs du podcast, c'est de mettre en lumière la diversité des métiers. D'ailleurs, quand on fait les comités éditoriaux avec nos clients, donc moi je suis côté agence Média Meeting, mais on travaille bien sûr avec les communicants du ministère de l'Éducation nationale. En général, on a trop de métiers à mettre en avant que pas assez. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis même au sein d'un différent métier, il peut aussi y avoir différentes façons de travailler selon le périmètre des personnes qu'on met en valeur. Et ça aussi, c'est un sujet qu'on aborde dans les épisodes. Ils sont assez longs, ils font une dizaine de minutes. Donc on a vraiment la possibilité d'aborder différents pans de ce métier. Et au sein d'un même métier, il y a différentes façons de faire. Vous l'avez évoqué, il y a un des intervenants qui est proviseur. J'imagine que surtout les proviseurs de l'éducation nationale, ils ne font pas tous exactement la même chose et c'est aussi ça qu'on veut venir montrer. Absolument. Puis il y a aussi une attention très particulière qui est portée, côté forme, vraiment, dans ces épisodes, au son. Quand on dit qu'on est en immersion justement avec ces professionnels, au pluriel et au féminin aussi, on est en immersion réellement. C'est-à-dire que le son est travaillé de telle façon qu'on se sente vraiment intégré complètement à leur journée de travail, l'ambiance sonore. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé de ce point de vue-là ? Ça prend combien de temps pour faire un épisode de 10 minutes aux côtés de ces pros-là de l'aide d'éducation ? Alors, ça prend un petit peu de temps. Nous, et comment on a travaillé là-dessus ? Nous, Média Meeting, on est le leader de la radio d'entreprise. C'est une entreprise qui a été fondée en 2004. Et en fait, on accompagne les clients à la fois dans la production de leur programme de communication, mais aussi dans la partie vraiment conseil en amont. On fait du conseil, on travaille beaucoup en communication interne. Et on identifie en fonction des problématiques le format qui va être le plus adapté. Donc là, effectivement, c'est le format immersif que vous avez très bien décrit. C'est un journaliste qui passe une demi-journée avec l'intervenant pour tout capter, suivre son quotidien. Il y a des mélanges d'interviews, de moments d'atmosphère, d'échanges de conversation, des bruits aussi d'ambiance. On peut entendre la sonnerie de la cour de récréation, ou voilà les téléphones qui sonnent, toutes ces choses-là pour que l'auditeur soit vraiment embarqué dans le quotidien des intervenants. Et combien de temps ça prend ? C'est vrai que ça peut prendre, ça prend du temps parce que c'est aussi des intervenants qui sont très pris, donc on s'adapte à leurs agendas. On travaille vraiment sur le long terme. Pour produire un podcast, il faut compter entre 3 semaines et 1 mois si les agendas concordent. Voilà. Et puis énormément de travail en amont. Ouais, c'est énormément de travail en amont, énormément de préparation. Comme je disais, on a un comité éditorial avec les clients. Ce qui est particulier aussi pour ce programme-là, et ça illustre aussi la transformation de l'éducation nationale, c'est que l'intervenant participe au comité éditorial. C'est pas toujours le cas chez nos clients. Ça peut être plutôt les communicants et ensuite on échange avec l'intervenant pour que le contenu soit aussi personnalisé en fonction de sa façon de travailler, de ce qu'il a à dire, des sujets avec lesquels il est à l'aise. Et ensuite, pour la qualité du son, il faut rendre justice à nos merveilleux journalistes qui sont des gens issus de la radio. Nous, on travaille sur le format radio-audio. Donc, c'est en fait la rencontre entre la communication interne et le média radio-audio. Et on leur rend hommage grâce à vous, évidemment, sur ce plateau. Vous le disiez, vous n'accompagnez pas que l'éducation nationale, vous avez une pluralité de clients, mais votre valeur ajoutée, votre secret caché, c'est justement de pouvoir les accompagner, notamment sur la marque employeur. C'est un gros mot de parler de marque employeur dans l'éducation nationale, parce qu'on a l'impression d'avoir un vocabulaire très entreprise, très B2B finalement, transporté dans ce secteur-là. C'est un peu un clash de culture. Je sais pas, je pense pas, sinon je serais pas là pour en parler aujourd'hui. Tout à l'heure, Amélia parlait de nouvelles façons d'éduquer. C'est aussi une nouvelle façon de communiquer. Et le ministère de l'Éducation nationale, comme d'autres entreprises dans d'autres secteurs, ont très bien compris que ce sujet de la marque employeur, c'était une façon de se distinguer. C'était aussi une façon de recruter
et de conserver ses talents, ses compétences. Quand on voit vraiment une fuite ou un désengagement, en tout cas dans certains secteurs, en tout cas un nouveau rapport vis-à-vis du travail. Donc je ne pense pas que ce soit un gros mot. Enfin, en tout cas, nous, quand on échange avec nos clients, c'est une notion qui est vraiment très, très intégrée et qui fait la différence dans les manières de communiquer aussi. Ouais, Philippe, la marque employeur, ça vous connaît parce que justement chez Talk Spirit aussi, vous êtes obligé de la travailler pour pouvoir attirer de nouveaux talents. Le fait que l'éducation nationale finalement se mette aussi à la page de ce point de vue-là, ça fait toujours partie de ces nouvelles preuves que c'est une éducation qui est en marche, qui est aussi avide de changement. Oui, on voit bien effectivement monter l'importance de cette marque employeur pour des questions d'attractivité, de fidélisation des talents. On ne cherche plus aujourd'hui seulement un job, on cherche aussi une expérience de travail, une expérience avec son équipe. Et puis on cherche aussi du sens à ce que nous faisons avec une raison d'être qui doit nous parler finalement. Donc ce sont évidemment des sujets importants que la communication interne doit relayer, mais aussi la communication en externe pour pouvoir rendre visible en fait les engagements d'une entreprise sur ces aspects-là. Et il y avait cette envie aussi de redéfinir peut-être le purpose. On en parle beaucoup aujourd'hui, notamment dans le milieu d'entreprise, mais les valeurs intrinsèques du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Oui, en tout cas, ces problématiques, en tout cas, ces besoins de faire sens, c'est sûr qu'ils sont très, très intégrés dans le podcast. C'est pour ça que c'est un format un peu long, 10 minutes, on passe 10 minutes avec les intervenants. C'est aussi pour ça qu'il y a un regard très personnel qui est posé en fonction du sujet et de l'intervenant. Et c'est aussi pour ça que l'intervenant participe, comme je disais, au comité éditorial. Il a son regard, il a son mot à dire, son périmètre à apporter aussi au sujet. Et concernant la marque employeur, enfin ce que vous disiez aussi, le côté communication interne, communication externe, là aussi c'est intéressant. C'est un contenu qui est fait pour les collaborateurs du ministère, mais qui est disponible en externe. Donc la porosité est vraiment très fine. Oui, absolument, parce qu'on le disait, les premiers auditeurs, on peut se dire que ce sont aujourd'hui les professionnels du ministère de l'Éducation nationale, peut-être aussi les futurs talents pour société des vocations, mais typiquement Amélia, ça t'intéresserait de pouvoir écouter ce podcast pour peut-être là aussi mieux te familiariser avec l'ensemble des professions, des métiers qui composent le ministère et le secteur? Oui, absolument, parce que moi je me rends compte dans mon quotidien, voilà, dans les interactions que j'ai avec ce ministère, c'est quand même un ministère cyclopéen, voilà, avec beaucoup de branches et comment dire, un organigramme qui n'est pas évident à appréhender quand on arrive comme ça. Donc oui, sans doute que c'est un moyen d'améliorer ma compréhension de tout ça. Est-ce que justement ça peut être parfois un heureux hasard de découvrir qu'on a une audience en fait qui va au-delà de la cible qu'on avait définie au départ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, quand on est par rapport à ces problématiques-là, de travailler la valorisation des métiers et l'attractivité, surtout pour cette annonce, enfin pour cet annonceur-là, effectivement, c'est que du positif, parce que plus largement, ça peut toucher les parents, ça peut toucher aussi, quand ils seront un peu plus âgés, les élèves. Tout l'écosystème qui gravite autour de l'éducation nationale en France est immense. Enfin, tous les Français sont concernés potentiellement par ce sujet-là. Donc oui, bien sûr. L'autre écosystème, évidemment, dont vous faites intégralement partie, c'est celui du podcast. Le podcast, c'est une véritable histoire d'amour avec les Français. Écoutez ces chiffres, d'ailleurs, tiens, une dernière étude CSA Havas Paris pour le Paris Podcast Festival 2022. En 2022, justement, 32% des 18-64 ans écoutent des podcasts tous les mois. Alors, il faut dire que le chiffre est un peu en baisse par rapport à 2021 parce que les habitudes issues du confinement avaient fait exploser notamment la consommation de podcasts, mais on continue justement à avoir une tendance de fond qui se découpe. Oui, l'audio, c'est le média préféré des Français. Oui, effectivement, c'est des chiffres, comme vous le disiez, assez incroyables, surtout aussi pour nous, parce que comme je le disais, on est leader de la radio d'entreprise, d'entreprise qui a été fondée en 2004, donc on est ravis de ces chiffres et nous, on en est convaincus et on accompagne de plus en plus d'entreprises parce que c'est le média préféré des Français, c'est aussi parce que c'est un média qui va à l'efficacité. On est simple, on stimule le côté imaginatif et aussi on met vraiment en avant l'humain, l'incarnation, l'illustration. Donc voilà, c'est des caractéristiques qui servent vraiment à atteindre des objectifs de communication interne et surtout à répondre à des problématiques des collaborateurs, aussi des consommateurs. On veut du sens, on veut de l'engagement, on veut de la transparence, on veut de l'authenticité. Et nous, on est convaincus que le podcast est un média qui répond. Avec la voix et justement la traduction littérale de l'authenticité. Je vais faire appel aux auditeurs que vous êtes, messieurs, dames. Votre podcast préféré, c'est lequel en ce moment ?
Amélia? Alors, il n'est pas très poli, si j'ose dire, mais j'aime beaucoup les couilles sur la table. Qui est... Désolée d'utiliser ce terme ici, mais c'est un excellent podcast. Ouais. Absolument. Victoire, Tuyon, pour ne pas la citer. Oui. Philippe, votre podcast préféré du monde? Alors, c'est en lien avec mon métier, mais je suis familier du podcast de French Web sur l'actualité du numérique. Voilà, j'aime beaucoup la qualité des contenus. Des intervenants qui participent. Vous avez raison, on y participe de temps en temps. On embrasse Richard Méneveux, le patron de French Web, justement, et directeur de la rédaction. Au passage, si justement on voulait boucler cette émission qui vous réunit sur cette idée vraiment de transformation de l'éducation nationale, on peut se dire que on peut avoir de l'espoir pour 2023, cette transformation. Vous la sentez venir, vous qui êtes acteur justement de cet écosystème? Philippe? Oui, définitivement. Nous sommes très optimistes sur l'avenir et nous attendons en fait l'appel du ministère et des écoles, des collèges, des lycées pour les accompagner sur cette transformation digitale et dans le domaine du numérique. On peut tout à fait, je pense même qu'il faut être optimiste. Être optimiste et positif, et oui, bien sûr. En tout cas, moi, quand je vois, encore une fois, c'est cette façon de communiquer qu'on met en place qui illustre bien la transformation du ministère, mais aussi qui est très avant-gardiste par rapport à d'autres clients. On travaille avec des entreprises privées. Et voilà, cette démarche vraiment de personnalisation du message, de valorisation des coulisses, d'envoyer un journaliste une demi-journée avec un intervenant, c'est assez fort comme démarche, ouais. L'éducation nationale en mouvement et à la pointe du changement. Merci Gabriel Auban d'être venu nous en parler. On va écouter donc Esprit d'équipe. Ce podcast sera retrouvé sur toutes les plateformes justement de téléchargement de podcasts, édité par Media Meeting. Merci infiniment à Philippe Pinault. Vous attendez un coup de fil de Pape Ndiaye, on l'a bien compris, ça ne devrait pas tarder. Vous êtes toujours PDG et cofondateur de Talk Spirit et vous co-signez cette tribune avec le collectif Fab 8 pour pouvoir permettre de remporter ce bras de fer contre les GAFAM dans l'éducation nationale. Et merci comme toujours à toi Amélia, évidemment, pour tes idées derrière la tech. Nous on se retrouve dès demain dans un nouvel épisode de l'École du Futur.